Mesdames et messieurs, merci de suivre face à Critique Info. Allez-je dire, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Vous allez suivre cette émission un peu en retard aujourd'hui parce qu'on est en déplacement. Je suis à Ouganda, un pays frontalier de la République démocratique du Congo, mais je vous parlerai de ce pays que j'ai fréquenté, que j'ai vu moi-même. Et bizarrement, encore une fois, ce pays n'est pas dans un régime semi-présidentielle et ce n'est pas une démocratie. C'est vrai, en d'autres termes, on va dire clairement, nous n'avons rien à envier à l'Ouganda. On n'a rien à envier, mais nous avons beaucoup à copier s'il faut le faire. Pourquoi je le dis? C'est pas que nous avons, Ouganda a des belles infrastructures plus que nous, mais Ouganda a des infrastructures propres mieux que nous. Parce qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas, l'ordre et la discipline. Je suis venu ici, j'ai suivi les chaînes de télévision. Pouvez-vous imaginer, aucune chaîne de télévision parle politique au sens de Museveni a fait ceci, Museveni a fait cela. Je suivis des débats sur le caniveau par exemple, je suivis les débats sur l'assainissement de la ville, je suivis les débats sur l'habitat, je suivis les débats sur l'agriculture, mais je n'ai pas suivi les débats sur quel parti politique va faire ceci, l'église catholique a fait cela, ainsi de suite. Excusez-moi de vous le dire, mesdames et messieurs, ce qui se passe en République démocratique du Congo est un désordre. Et ce désordre aura un seul perdant. Le président de la République aura plusieurs autres perdants, c'est le peuple congolais. On a essayé cette histoire depuis 1960, pardon, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Vous allez juste le remarquer. Dans une démocratie où les gens n'ont pas étudié, c'est un système où tout le monde parle, tout le monde réfléchit et personne n'écoute personne. C'est un désordre préparé, organisé et ça nous envoie dans un chaos. Il n'est pas mauvais de freiner et de reculer après. Ce n'est pas possible d'avoir 500 partis politiques et moins de 500 usines. Ce n'est pas possible d'avoir plus de 400 partis politiques dans votre pays et vous avez moins d'entreprises viables. C'est inconcevable, on ne peut pas concevoir ça comme ça. Mais pourquoi cela se passe comme ça? C'est parce qu'on nous a dit que pour être un pays respectable, il fallait qu'on procède à une démocratie. La démocratie que nous avons amenée devient un frein pour nous, il faut le dire. Est-ce que vous imaginez combien coûte une ville morte à une république qui fonctionne? Combien ça coûte une ville morte? Est-ce que vous imaginez combien ça coûte les marches que vous faites? Ça veut dire les dames ne vont pas aller au marché, les femmes ne vont pas aller vendre, les gens ne vont pas aller travailler. C'est une perte colossale. Mais est-ce que l'on peut dire une perte là où les gens n'ont aucune conception des affaires, là où les gens n'ont aucune conception de l'argent de l'État? Ils s'en foutent totalement. Les taxes et les impôts. Allez faire une ville morte dans des pays comme la Suisse, allez faire une ville morte dans des pays comme Norvège ou je sais pas moi. On va vous dire que c'est pas possible là-bas. En fait, ce n'est pas dire que ils vont pas faire des villes mortes. Et ça peut y arriver. Mais ce n'est pas comme chez nous. À tout moment, on doit le faire. Il suffit qu'un opposant se réveille mal, il déclare une ville morte. Il suffit que quelqu'un se dise pas content, il déclare une ville morte. Venez faire une ville morte au Rwanda. Venez faire une ville morte à Ouganda. Venez faire une ville morte en Tanzanie. Allez-y, essayez un peu de faire ça. On va vous dire que c'est des choses inconcevables, inimaginables, qui ne font que faire reculer un État. Voici ce que j'estime, mesdames et messieurs, que nous pouvons faire mieux si nous voulons le faire. Mais il faut d'abord commencer par changer. Changer le système politique dans lequel on évolue, ce n'est pas un bon système. Le système semi-présidentiel a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages dans un système où les gens n'ont pas beaucoup étudié. C'est un système que les autres, plusieurs personnes parlent de système élitiste. C'est un système, en tout cas, il faut vraiment faire beaucoup d'avancées, beaucoup de pas en termes de culture, en termes d'intellectuel, en termes d'intelligence. Il faut que le peuple comprenne certaines choses. Et là, vous parlez d'un régime semi-présidentiel. Mais dans le pays qui se cherche, regardez en Afrique, on a près de 54 pays. Combien de pays ont encore ce système semi-présidentiel? Combien, vous le savez? Combien de pays, savez-vous, qui sont dans cette histoire des semi-présidentielles? Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Tout le monde a compris que pour un pays qui veut commencer le parcours du développement, ça doit être un système présidentiel. C'est vrai, le système présidentiel a des désavantages comme la dictature, son penchant vers la dictature, vers la concentration du pouvoir. Mais aujourd'hui, il y a des intelligences qui ont prouvé que nous pouvons appartenir à un système présidentiel et bloquer le président dans un système de ne pas tomber dans la dictature. Parce qu'en réalité, il faut quoi? Il faut couper le courroie, il faut couper le lien qui lie le pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. Nous, dans le système présidentiel dont on parle, nous allons consacrer beaucoup plus de pouvoir au pouvoir judiciaire et nous allons lui consacrer une nette séparation de pouvoir.
Donc, mais ça ne sera pas des hommes libres qui vont faire ce qu'ils veulent, non. Ça va être certainement des hommes dégagés, ça va être certainement des hommes libres, mais pas des hommes à qui on donne une permission de tout faire. La loi va être la seule boussole d'une république. Mais malheureusement, nous, on n'est pas encore dans cela. Parce que la culture politique, c'est même l'âme d'un système politique. La culture politique, c'est quoi? Ce sont les habitudes, ce sont vos connaissances primaires et primitives de la chose de l'État. C'est ce qu'on appelle une culture politique. Les gens pensent que la culture politique, c'est trouvé dans une encyclopédie de la France ou dans un système français. Non, la culture politique, c'est vos habitudes, c'est votre conception, c'est votre perception de la politique. Or, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Ça veut dire, en d'autres termes, comment vous pensez gérer la cité, comment les hôpitaux doivent être gérés, comment l'école publique doit être gérée, comment les infrastructures doivent être gérées, comment on doit construire votre ville. C'est ça qu'on appelle culture politique. Parce que pour beaucoup de personnes, culture politique, c'est dans les universités américaines qu'on parle de la culture politique. Non, la culture politique, elle est puisée dans le patrimoine philosophique, idéologique, métaphysique, spirituel d'un peuple. C'est son vécu de tous les jours. C'est comment il a toujours résolu le problème. Comment on donne aux affamés. Comment on règle la question des aveugles. Comment on règle la question des infirmes. Comment on règle la question des vieillards. Comment on règle la question des naissances, des avortements, ainsi de suite. C'est l'ensemble de notre vécu qui est finalement codé sous forme de loi et sous forme de culture qu'on appelle une culture politique. Qui doit gérer le pays? Quel type de moralité doit-il avoir? Quel type d'information doit-il avoir? Quelle filière doit-il suivre? On peut par exemple se décider que ne peut gérer l'administration publique que ceux qui ont fait un tel cursus. Ne peut gérer telle chose que ceux qui ont été dans tel domaine. Et ça, on peut réussir à le faire. Tout dépend de ce que nous voulons. Mais il y a un élément plus important que je voudrais vous dire aujourd'hui. Et même le titre de l'émission le dit. Le paradigme des changements. Je suis en train de me pencher sur un article pour parler du paradigme des changements. Mesdames et messieurs, le paradigme des changements, ou bien le nouveau paradigme que nous devons avoir dans notre pays, c'est la remise en question de tout ce qui existe déjà. C'est le fait pour nous de nous dire, est-ce que le système médical, depuis 1960, est-ce que ça a marché? Quelle était l'intelligence derrière le système médical? Quelle a été la pensée de ceux qui ont conçu ce système-là? Le système juridique, comment il a été fait? Comment a-t-il été créé? Notre système militaire, comment a-t-il fait? Comment il a été créé? Notre système social, comment il a été fait? Comment il a été créé? Comment il a été inventé? Pour quel but? Et dans quelle période on pouvait voir déjà des résultats? C'est aujourd'hui la question de remettre sur la table toutes ces choses-là. On se pose des questions. Comment ça va se faire? Vous allez voir que mes yeux sont en train de regarder un peu partout. J'ouvre une parenthèse. Je suis en train de voir des singes, là où je suis en Ouganda, en train de déambuler partout. Personne ne les mange. C'est la discipline. Ici, c'est pas que les gens mangent 4 fois par jour. Ils ont faim aussi. Mais ils savent que la limite de leur faim commence là où la loi commence. Donc, ça dit que c'est inculqué dans la tête des gens. Les singes sont là, sans aucun problème, ils sont en train de circuler. Et Homo va vous le montrer plus tard. Vous allez voir. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est nous de voir ce qu'on fait. Alors, je parlais des changements de paradigme. Mesdames et messieurs, la première difficulté du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est de définir son paradigme à lui. Si le président pense que le paradigme qui va le sauver, c'est le paradigme laissé par Joseph Kabila Kabange, le président Félix Tshisekedi va commettre la pire des erreurs qui puisse exister. Parce que le paradigme de M. Kabila va le faire échouer. Parce que le paradigme de M. Kabila était un paradigme de conservation de pouvoir, pas de gestion de pouvoir. M. Kabila voulait conserver le pouvoir. Quand je dis M. Kabila, c'est l'administration Kabila. Ce n'est pas l'individu Kabila pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime. Je parle ici de l'administration. Le paradigme Kabila, ce n'était pas un paradigme de construction, de développement d'un pays. C'était un paradigme nourri par plusieurs slogans, mais en réalité, c'était creux. C'était plutôt une logique de conserver le pouvoir et de la répartition des avantages à un groupe d'individus. On va appeler ça une oligarchie à la con. Mais c'était vraiment pas une oligarchie de construction, mais plutôt une oligarchie un peu destructrice, on va le dire. Alors, donc, de ce fait déjà, vous comprenez que le paradigme de M. Kabila ne pouvait pas faire aider les choses. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas encore changé le paradigme. Parce que le premier piège du paradigme, c'est quoi? Le premier piège du paradigme, c'est d'amener les réformes dans un paradigme ancien. Le paradigme qui contredit même les réformes que vous voulez mener, ça ne marche pas. Le premier piège, le président de la République tombe sur le piège
de ce que je parle, le paradigme piégé. Ça veut dire quoi? Vous avez les idées du président. Il veut faire évoluer ceci. Il veut l'accès à la santé. Il veut la gratuité de l'enseignement. Il veut. Ça, ce sont encore des volontés, mais pas encore des paradigmes. C'est encore des volontés. C'est encore des souhaits. On peut même appeler ça des visions. Mais il faut que ces visions-là soient matérialisées par des hommes qui incarnent la vision du président. Pas par des jouisseurs qui ont été élevés dans la famille de la Kabylie ou du moboutisme. Parce que c'est ça le plus grand problème chez nous. Et si on ne comprend pas, on ne perçoit pas ça, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas avoir des réformes avec les mêmes personnes qui ont été auteurs des paradigmes contraires aux réformes que vous voulez mener. Et le président de la République a laissé ces gens pendant 3 ans. Les gens ne comprennent pas, mais ils ne savent pas que ces gens nous ont pris beaucoup de temps. Ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses. Non, pas possible. Le chef de l'État, quand il arrive, il dit qu'il veut faire de la santé sa bataille. Très bien. Il veut faire de l'enseignement, sa bataille. Mais qui prend l'enseignement? C'est le FCC. C'est contradictoire. Donc ceux qui prennent l'enseignement ne peuvent pas vous aider à évoluer. Pas possible. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est le piège du système présidentiel. Le président est réduit à un négociateur. Il doit négocier. On lui demande beaucoup. Il fait beaucoup de concessions. On ne sait pas évoluer. Parce que la République est réduite à les négociations. À tout moment, on est dans le dialogue, dans le dialogue, dans le dialogue. C'est l'âme même de notre système politique. Le système politique, c'est un système de dialogue dans lequel on se trouve. C'est le système de dialogue parce que c'est un système aussi de blocage. Lorsque la maturité politique n'a pas atteint son paroxysme, les gens sont confinés, réduits à des négociations. Il faut que le Parlement accepte, il faut que le Parlement dise oui, il faut que le Parlement dise non, il faut ceci, il faut cela. Et donc, quand vous avez les mêmes personnes qui ont constitué l'élément primordial du blocage, vous leur confiez encore la mission en espérant que c'est eux qui vont mener des réformes, moi ça me fait rire. Souvenez-vous qu'à l'époque de Félix Tshisekedi toujours, c'était qui a commencé l'affaire? Le ministre de la Justice à l'époque. Il dit non, nous voulons mener des réformes. Et parmi les réformes du ministre, c'était casser finalement l'élan du président. Faire en sorte que le président ne soit plus le magistrat suprême, mais que le président soit un co-magistrat. Ça veut dire que le président allait discuter son pouvoir de magistrature suprême avec le ministre de la Justice. C'était ça la réforme qu'on voulait mener. Mais c'était une tentative énorme. Mais c'était terrible, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était ça le système qu'il fallait. Bon, on le laisse comme ça. On prend un autre ministre de Justice qui va être fatigue compatible. Mais pour quel type de réforme? Voici ce que je pense à ces niveaux. Et ça, je l'ai même écrit. Je voulais partager ça avec vous. Et j'ai pensé à ça toute la nuit. Et donc, je crois que c'était dans l'avion quand je venais. Je dis ceci. Le paradigme du changement, ou bien le nouveau paradigme, on change avant les réformes. Pourquoi je dis qu'on change avant les réformes? Ça veut dire que le chef de l'État a ses idées. Avant qu'il ne les procède à les mettre en exécution, il faut que le président de la République se donne d'abord le temps de changer les personnes avant des réformes. Et je vous explique comment. Parce qu'on ne peut pas procéder aux réformes avec les mêmes personnes qui ont mis en place un système qui combat votre réforme. Il faut d'abord effectuer un changement, puis avec les nouvelles personnes, procéder aux réformes. Il faut soit s'attaquer au grand système et espérer un entraînement des effets positifs des autres structures, ou choisir de commencer avec le sous-système et penser à attaquer les grands. Bon, ça c'est beaucoup plus complexe, mais je vais expliquer ça très prochainement. Le grand système à effet d'entraînement positif sont la justice, l'armée, la sécurité et les circuits financiers. Le petit ou le sous-système sont, j'ai expliqué là-dedans. Mais prenons par exemple le paragraphe dont je parle, des grands systèmes. Nous avons la justice, nous avons l'armée, nous avons la sécurité et nous avons les circuits financiers. Je prends le temps de parler de ça. Un président qui a la justice avec lui, qui a le circuit financier avec lui, qui a l'armée avec lui, qui a la sécurité avec lui, peut dormir en paix, espérant qu'il a le potence, il a le pouvoir. Mais il a le pouvoir, oui, mais pour en faire quoi? Parce que c'est là que ça change tout. Le fait de tout avoir pour soi, c'est bien, mais c'est pour quel objectif? Parce que, comme je le dis toujours, le pouvoir, le problème, ce n'est pas l'origine du pouvoir. Le problème n'est pas l'origine, mais plutôt la finalité du pouvoir. Les gens ne posent pas des questions, comment vous avez obtenu votre pouvoir? Les gens posent la question, à quoi vous sert ce pouvoir? Qu'est-ce que vous faites avec ce pouvoir? Est-ce que ce pouvoir règle le problème communautaire? Si oui, c'est bon.
Est-ce que votre pouvoir donne le pain aux gens? Oui. Est-ce que votre pouvoir donne le progrès? Oui. Lumumba, son âme, est en paix. Parce que ce que Lumumba demande aux gens qui viennent après lui, c'est que le pouvoir qui nous attend demain a besoin du pain et du progrès. Donc tout pouvoir, peu importe d'où il vient, mais s'il vous apporte le pain et le progrès, pour Lumumba, son âme est en paix. Parce que Lumumba, ce n'est pas quelqu'un des élections, un peu comme moi. Mais maintenant, si votre pouvoir que vous voulez avoir vous sert à garder votre famille politique, à garder votre hégémonie sur les gens, alors en ce moment-là, vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Parce que votre pouvoir doit servir à payer les enseignants, à mettre les enseignants dans de bonnes conditions, à payer les militaires, à les mettre dans de bonnes conditions, à améliorer les conditions de vie des gens, à permettre aux gens de vivre dans une ville propre, dans une ville bien, à remonter la notoriété, à redonner encore le sourire aux gens qui pleurent, ainsi de suite, construire une vie, apporter un développement. Ben, c'est ça le rôle d'un pouvoir. Système médical, santé, tout ça. Mais maintenant, si votre pouvoir ne mène pas à ça, ça va être compliqué. Or, le paradigme de la Kabylie, ce n'était pas d'améliorer les conditions de vie des gens. Voilà pourquoi ils ont maintenu les policiers et les militaires dans la vie des misères. Ils ont réduit les militaires et les policiers dans la mendicité, parce que leur pouvoir n'était pas dans l'idée ou n'était pas porté vers le problème social. C'était porté vers le problème politique. Alors, quand vous voulez maintenant régler les choses, par exemple au niveau de la justice, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire? Et je l'explique aussi bien dans ce paradigme ici. Je dis ceci. La justice, le premier défi est avant tout de regarder qui sont là. Et quel est leur lien d'affinité avec vos concurrents, c'est-à-dire les opposants. Je voudrais expliquer une chose pour que les gens comprennent. Parce que le même principe s'applique dans tout le système. Mesdames et messieurs, je peux choquer beaucoup de gens. Est-ce que vous savez que l'UDPS avait été financé par les Mobutistes qui étaient au pouvoir de Mobutu? Je ne peux pas vous dire plus. Mais mon papa Kouloutou, je ne citerai pas son nom pour ne pas le frustrer. Mon papa Kouloutou, alors colonel à l'époque, il prenait l'argent et finançait l'UDPS. En ce moment, mon père me dit, Christian, je ne comprenais pas Yaya. Je l'ai appelé, mais Yaya Likambounini. Parce que mon père était vraiment un Moboutiste et ça reste un Moboutiste dans sa tête. Alors que mon papa Kouloutou donnait son argent pour la contribution de l'UDPS. Mais c'était un colonel de l'AFDEL. Vous avez vu les sacrifices que les gens ont fait. Et ils sont nombreux comme ça. Ils étaient dans l'administration publique, ils étaient partout. Ils contribuaient à l'UDPS. Donc, voyez-vous, Mobutu était déjà infiltré dès l'intérieur par des gens qui aimaient l'idéologie de l'UDPS, qui étaient dans toutes les provinces, mais qui donnaient leur argent à l'UDPS. Donc, Mobutu était en train de payer des gens qui finançaient ses concurrents et ses opposants. C'est ainsi qu'un pouvoir, quand il arrive, c'est Machiavel qui le dit, le renard et le lion. Le caractère du renard vous permet de dissuader ceux qui sont autour de vous, alors que le caractère du lion vous permet de dissuader ceux qui ne sont pas encore dans votre cercle. Je protège mon territoire dès l'extérieur, alors que les renards protègent son territoire dès l'intérieur. C'est ça la différence en fait. Et la différence va plus loin pour dire la carotte et la chicotte, la ruse et la frappe. Donc, on demande au prince, Machiavel demande au prince d'avoir la capacité de séduire, mais d'avoir la capacité de frapper et de frapper en premier. Et ça, le président de la République doit l'avoir. Quand tu arrives au pouvoir, tu trouves une architecture de justice dans un modèle où tu ne t'envoies pas tout de suite à nommer des gens. Non. Tu commences d'abord par regarder. Juge tel à quel lien avec l'ancien régime. Juge tel à quel lien avec les opposants d'aujourd'hui. Magistrat tel, magistrat tel. Les gens vont dire, mais c'est cynique. Oui, mais c'est ça le réalisme politique. C'est ça le réalisme politique. Parce que je ne suis pas ici dans les idéaux, dans les idéaux, vous dites non, ouais, les rêves, non. Je ne suis pas dans les rêveries, je suis dans la pratique. Vous ne pouvez pas offrir ou armer vos adversaires, c'est pas possible. Il y a des Fachi compatibles aujourd'hui, tout comme il y a des Kabilo compatibles, des Fachi, des Fayoulou compatibles, des Mozito compatibles, des Katumbi compatibles. Alors à ces gens-là, vous ne devez pas leur donner des béquilles parce qu'ils vont vous tuer. Ils vont demain vous tuer. Le lion, quand il est petit, il est beau, il est mignon. Mais quand il grandit, ça devient quelqu'un de compliqué. Et c'est exactement comme ça. Donc le chef doit développer ça, cette mentalité, en disant « Juge à parquet, à Danani ». Ou à cour constitutionnelle, c'est pourquoi on avait dit que le chef de l'État, aussitôt arrivé au pouvoir, il fallait une commission secrète de gens qui vont étudier chaque candidature. On peut prendre 2-3 mois pour regarder, par exemple, au niveau de des affaires judiciaires, au niveau de la justice.
juge Omo, Ndenan, Omo a une relation telle. À comment qui on a négé? Parce qu'il faut d'abord regarder comment il est arrivé là. Omo a qui président à cour d'appel dans Matadi. Mais il y a comme maman président à cour, il y a cour de cassation. Comme qu'on a dit. Comme maman magistrat boningin. Ah non, avec un cousin na yemoko boy, avec qui na pouvoir yem ta mema yewana. Ah donc ce monsieur restera redevable dans Mouta Noumaka yewana. Donc c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qu'on doit mettre. Nous on doit changer notre modèle à nous. Et dans le changement de notre modèle, on a deux positions. On a la première voie, c'est faire comme l'autre. Ça veut dire on fait la même chose, on construit le même système avec les mêmes éléments. Ou on fait mieux pour la République. Ça veut dire on choisit les meilleurs des magistrats que l'on place momentanément. Je voudrais que vous puissiez souligner momentanément. Je prends Yannick Lomangue Bakoto, je dis, bon, LG, tu deviens président de la Cour constitutionnelle, on va voir ce que ça va donner. Et je vois les habitudes de LG. En tant que chanteur de le suivant. Parce que moi, le président, je sais où je vais. J'ai mon plan. Mais je sais que c'est pas LG qui va le faire. Mais c'est quelqu'un d'autre qui viendra après LG. Pendant ce temps, je passe à ce que moi j'appelle la phase du recrutement. Ce qu'on peut appeler aussi la phase de la facilisation. Ce n'est pas mauvais de faciliser les gens. Faciliser les gens, ça ne veut pas dire faire d'eux de Djalelo, faire d'eux des hommes. Non, faciliser les gens, c'est faire de ces gens-là des fachis. Ça veut dire des hommes qui aiment leur république, qui aiment leur pays, qui vont travailler pour le compte de leur pays. Félix Tshisekedi a dit, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ok, donc tout celui qui a l'idée des fachis n'est pas un applaudisseur, un acclameur des fachis. Parce que moi, je ne peux pas devenir un acclameur d'un homme. C'est pas possible. Mais je peux être un acclameur d'une vision. Même pas un acclameur. Je vais être plutôt un architecte. Je vais être un maçon. Je vais être celui qui va rendre possible la pensée, l'idée de quelqu'un, pour que cette personne reste éternelle dans les idées des gens, mais pour que la population vive le vécu. Je veux dire, le concret des idées. Parce qu'ici, Fachi, c'est comme un Joseph qui a des rêves. Non, c'est comme Pharaon. Fachi est comme Pharaon maintenant. Il a un rêve. Mais il a besoin de Joseph pour interpréter ses rêves. C'est ça le problème aujourd'hui. Fachi a fait un rêve. Le rêve qu'il a fait, c'est d'avoir un Congo fort. C'est d'avoir un Congo merveilleux. C'est d'avoir un Congo digne. C'est d'avoir un Congo où les élèves, où les enfants vont à l'école gratuitement. C'est d'avoir un Congo où les femmes et les enfants, où les hommes vont à l'hôpital avec pas beaucoup de frais. Ça, c'est l'idée des Fachi, qu'il n'y ait plus de guerre à l'est du pays, qu'il y ait plus la paix. Fachi a un rêve que toute la région de Grand Lac vive en paix, sans guerre, sans tout, qu'on soit en paix. Oui. Où sont les Joseph maintenant pour matérialiser, non d'abord interpréter le rêve des Fachi, contextualiser le rêve des Fachi et le matérialiser? Où sont les Joseph? Parce que tous ceux qui sont autour des Fachi pour l'instant sont comme des gens qui étaient autour des pharaons, qui ne pouvaient pas interpréter les rêves des pharaons. Qui disaient à Pharaon, non, ce rêve-là, il est bon. Mais il fallait un Joseph. Et regardez, le Joseph n'était pas celui du pays. C'était pas l'homme du pays. C'était pas un national, ou un national si vous voulez. C'était pas quelqu'un de là. C'était pas un fils du pays. C'était un esclave, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut mieux interpréter Fachi, mais il n'est pas Moulouba. Il peut mieux interpréter Fachi, mais il n'est pas de l'UDPS. Il peut mieux interpréter Fachi, mais il n'est pas de l'espace Kassai. Il peut mieux interpréter Fachi, mais il n'est pas de Kin. Il n'est pas de l'Europe. Voyez-vous? C'est-à-dire ça doit être quelqu'un qui peut être en dehors de ton cercle habituel, mais qui peut cerner. Parce qu'il émet dans les mêmes fréquences que toi. Il aime autant le pays que toi, il peut mettre ça en pratique. Donc le chef doit avoir ces gens-là. Mouto alinya comme on a pouvoir outu api, on a la justice outu api, n'a commissaire place on a comme on a n'engeni. Et puis yo sali o ya yo batu. Pour n'a pas luka moyen pour résoudre le problème ya ba congolais. On a fini la chose. Donc on n'a pas besoin de beaucoup parler sur la question. Ce qui est limite aussi c'est parce qu'il nous reste 2 minutes, on va pas dépasser. Donc je disais alors quel est le lien d'affinité qu'il a avec les concurrents Nabino, c'est-à-dire les opposants? Puisqu'il a été prouvé, comme je viens de vous dire tout à l'heure, que les gens ont fait la 5e colonne à l'époque de Mobutu. Alors, il faut donc découvrir ces choses, les livres des secrets des faiblesses et actuelle gouvernance. Et on a vu ça. Aujourd'hui, moi je vous parle, je vais terminer même par là. Ce sont ceux qui sont dans l'actuel gouvernement qui fragilisent les gouvernements de l'intérieur, qui donnent des chiffres. Moi j'ai été avec des gens qui sont en train de monter des spots, je vous l'ai dit. Bazu Ngoapi. Bazu toutes les promesses on a api. Babilo commence à dépassement budgétaire à l'interne. Le président a dépensé autant. Bateau Félix Tshisekedi aujourd'hui, ils sont au budget. Des traîtres sont au budget, des traîtres sont dans les finances, des traîtres sont, mais ils sont partout ces gens.
Ils suivent les coups, normal. Comment voulez-vous que n'importe il y a un monsieur directeur de cabinet à l'époque, Vital Kamerhe, ça fuitait de partout. Les documents aussitôt arrivés dans les réseaux sociaux. C'était dans quel but? Dans le but de discréditer le régime, de fragiliser le régime. Depuis que vous avez l'actuel directeur de cabinet, est-ce que vous avez fuite mon équipe? Non, parce que ici il y a un Kabilo, pardon, un Fachi compatible, quelqu'un qui est dans l'idée des Fachi. Et c'est comme ça dans l'administration publique, dans l'armée, dans la police, il y a des gens qui sont là non pas parce qu'ils veulent servir le pays, non plus dans l'idée du président de la République, mais pour Bango Bazolinga, va fragiliser Fachi a le pouvoir pour qu'il va promettre Bango. On me dit ceux qui veulent continuer à pouvoir, ils sont comme un général. Ceux qui veulent continuer à pouvoir, ils sont comme un colonel. Ils vivent avec la promesse, il y a passation des grades. Ils vivent avec la promesse d'un bonheur qu'ils n'ont pas encore touché. Et ces gens sont très dangereux. Mais malheureusement, le régime, très souvent, les administrations sont distraites et on ne peut pas développer le pays dans un gouvernement d'union nationale. Les opposants ne peuvent pas se retrouver dans un pouvoir. Un opposant, quand il est dans le pouvoir, il ne pense pas à tout faire pour vous, le pouvoir. Il pense d'abord à lui, Nabango. Soit vous le débauchez, acte d'immoralité, soit vous le gardez, eh bien vous avez gardé un lion dans votre maison et il va vous dévorer vous-même. Donc, toute question de voir comment on change le paradigme. Moi, c'est ma pensée, c'est ma façon à moi de voir les choses. Demain, je vais vous donner sur l'armée, comment ça peut se passer. L'autre jour, je vous donnerai sur les finances. C'est important. Je demande au président de la République d'ouvrir l'œil et le bon, d'avoir le courage nécessaire de changer ce système politique. Il n'est pas le bon système. Ce n'est pas le mieux. Un jour, si Dieu nous aide et nous donne le temps, je reviendrai pour parler que des faiblesses d'un système semi-présidentiel. Vous allez comprendre que ce n'est pas un bon système, c'est un piège, ce n'est pas un système qu'on doit avoir maintenant. C'est un système qu'on doit avoir peut-être dans 50 ans ou dans 60 ans. Peut-être pas maintenant. C'est venu trop tôt, là où les gens n'ont pas compris. Et ça met tout le monde dans un désordre pour rien. Revenons sur un système présidentiel, que le chef de l'État revoie son circuit. L'appareil judiciaire est piégé par des gens qui ont été nommés par les autres et qui continuent à travailler pour leur compte. Pas pour le compte de la nouvelle administration, pas pour le compte du pays. Mais ils continuent dans les idées à Kala. Il faut le mettre hors d'état de nuire et replacer les gens. Il y en a beaucoup qui sont prêts à aider le président. Il y en a beaucoup qui sont prêts à aider ce pays. Il y en a beaucoup qui sont prêts à délivrer ce pays. Mais ils n'ont pas le moyen parce que eux n'ont pas eu le moyen avant. Le président de la République a le temps et le devoir historique de confier cette fois-ci son pouvoir entre les mains de ceux qui pensent comme lui, de ceux qui voient comme lui, pas ceux qui déclarent comme lui, ceux qui parlent comme lui. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par